Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Dans une autre vie, il m'est arrivé d'écrire des critiques de disques dans le journal régional où je travaillais. Et comme j'avais 19 ans, que j'étais un peu snob et que je voulais me faire mousser, je prenais un malin plaisir à démonter à coups de cric des albums qui n'en demandaient pas tant. Et un jour, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, c'était avant le web social. Une lettre d'une jeune fille de 15 ans qui m'écrivait le chagrin et la colère qu'il avait saisi après avoir lu que j'avais écrit dans le journal que le groupe Playmo, dont elle était une fan revendiquée, était l'équivalent auditif d'une dévitalisation sans anesthésie chez le dentiste. J'ai gardé sa lettre, qui était argumentée, précise et tout sauf ridicule. Ça a été mon premier aperçu des rapports d'incompréhension qu'il peut y avoir entre la critique et les fans. Des rapports qui ne se sont pas simplifiés à mesure que les premiers ont peu à peu perdu de leur pouvoir d'influence au profit des seconds, notamment dans le secteur très scruté du cinéma et de la télévision. Alors, est-ce que les fans ont chassé les critiques ? C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Mon invité, c'est mon confrère Arnaud Sagnard. Il est directement responsable de l'idée de cet épisode puisqu'elle nous est venue en lisant sa longue et passionnante enquête dans l'Obs intitulée « Les fans contre la critique ». Il y retrace l'histoire et les soubresauts de cette relation complexe faite de mépris, de méprise et de méfiance mutuelle. Moi, je suis les séries pour l'Obs. Et quand je fais certains papiers, alors souvent c'est positif, parfois je suis négatif, je voyais des réactions hyper violentes, d'incompréhension déjà. Des gens qui ne comprenaient pas qu'on puisse formuler un avis autrement qu'un résumé, qu'une recommandation ou qu'un avis positif sur une production. Donc déjà, moi, ça m'étonnait un peu. Donc je me suis dit, faut peut-être tout remettre à plat parce que il y a me semble-t-il, des fois une énorme confusion entre c'est quoi une critique ciné, ou une critique ciné, un fan, un cinéphile, ce qui est encore une chose différente. Et du coup, je me suis dit, repartons au début. Et quand on repart au tout début, on s'aperçoit qu'il y a une spécificité extrêmement française, que la critique ciné, grosso modo, elle est en grande partie née dans les années 50 grâce à un objet qui est l'enregistreur, là, un peu comme on a autour de nous, puisque ce sont les pionniers des cahiers du cinéma qui, fascinés notamment par le cinéma américain, se sont dit il faut aller voir les réalisateurs et les faire parler, ce qui maintenant ne nous paraît être une évidence, mais qui ne l'était pas à l'époque, à tel point même que Hollywood, grosso modo, les réalisateurs là-bas sont tellement et étaient tellement des simples ouvriers de luxe que la question ne se posait pas de les faire parler de leur art, puisque grosso modo ils étaient chargés de fabriquer des films, point barre, quoi. Et donc, quand on remonte le fil du temps, on s'aperçoit que la parole de la critique ciné est née de ça, est née d'abord d'une écoute de gens à qui on ne posait pas de questions à l'origine, quoi. Ces premiers critiques là ont créé un espèce de nouvel espace. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une presse qui s'adressait au grand public et qui parlait de ciné, et notamment un des grands vecteurs, c'était de s'intéresser aux actrices. Et donc il y avait des revues qui tiraient à des centaines de milliers d'exemplaires et qui racontaient la vie des actrices. C'était entre le people et l'artistique. Et dans cet espace-là, il y a une niche qui s'est créée et qui a grandi et qui a fini par être hyper influente, qui consistait à se dire le cinéma, ce n'est pas que des stars que les gens suivent. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, des fois, quand une actrice ou un acteur venait à mourir, il pouvait y avoir des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes aux enterrements. À Hollywood, il y a un siècle, il y avait des gens, un peu des charlatans, qui vendaient soi-disant des dents de Greta Garbo, ce genre de truc. Il y avait donc une espèce de fétichisation à grande échelle de ce qu'est un acteur, une actrice, etc. Et la critique ciné française, là, une espèce de petite bande, s'est dit, nous, on pense que le cinéma, c'est autre chose que ça. C'est quelque chose de très important qui crée une parole sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le monde et la société. Et du coup, ce faisant, ils ont pris au sérieux une partie du cinéma. Eux-mêmes se sont mis à en faire. Et c'est là où c'est très fort, c'est que ils sont passés, quasiment la plupart, de simples critiques, de regardeurs à fabricants de cinéma, et en plus du bon. Donc c'est là, c'est d'autant plus un tour de force, quoi.
C'est quoi les étapes, du coup, qui ont mené de cet âge d'or un peu de la critique à la française, en tout cas de cette ébullition, cette découverte que le cinéma c'était un peu plus que des acteurs, des actrices, des stars et des starlettes, jusqu'à aujourd'hui où effectivement on a la sensation que les espaces se sont un peu rétrécis. Parmi les étapes, il y en a une qui correspond à l'émergence de ce qu'on maintenant on appellerait la culture blockbuster, dont un des points d'ancrage est Star Wars, puisque là, George Lucas développe non pas un film, mais un univers entier qui est déclinable à l'infini. C'est là où le cinéma a commencé à appliquer des méthodes qui venaient de la télé, c'est-à-dire la télé qui est grosso modo, c'était la fabrication du feuilleton à l'infini. Et ce que je raconte dans le papier, c'est qu'un des points de départ de cette culture-là, de la suite du blockbuster qu'on peut reproduire et développer, c'est Star Trek en fait. Donc Star Trek c'est souvent un sujet de moquerie en France parce qu'on n'a pas trop cette culture-là. Il n'empêche qu'il faut se rendre compte que, je sais pas, alors il faudra additionner les chiffres que je donne, mais on doit en être à 400 épisodes sur plus de presque 50 ans, plus d'une dizaine de longs métrages et ça continue encore. Les plateformes ont déjà embrayé. Donc du coup, cette culture de la télé qui consiste à développer quasiment à l'infini un succès, maintenant, on y est tous habitués, on baigne dedans. L'étape suivante qui est arrivée, c'est le moment où Hollywood s'est dit on a des milliers et des milliers de scénarios hyper bien qui proviennent de la culture comics, exploitons-les et on voit avec quel succès DC, Marvel et autres. Donc ça, on va dire, c'est les deux grandes étapes qui ont eu différentes conséquences sur les gens qui sont payés, grosso modo, qui ont la chance d'être payés pour regarder des films et des séries, puisque à mesure que la force de frappe de ces films et séries est devenue de plus en plus importante, leur accès, étrangement ou pas, c'est quasiment rétréci. Puisque, pour résumer vraiment très grossièrement, on est passé d'une critique, ou on est en train de passer d'une critique qui s'exprimait après avoir vu une production, un film, une série, peu importe, à un métier qui s'exprime de plus en plus avant. Et quand on s'exprime avant avoir vu quelque chose, le rapport à l'objet est plus du tout le même. Puisque par définition, ça devient difficile de donner éventuellement son avis dessus ou essayer de le comprendre. Par contre, on peut raconter sa fabrication, on peut raconter qu'un tel arrive dans le casting. Le regard est plus du tout le même. Et d'ailleurs, on peut se demander si c'est encore l'exercice d'un regard quand on raconte un processus, ce qui est pas inintéressant en soi, hein, c'est même hyper intéressant, mais c'est deux choses différentes, quoi. L'exemple de Star Trek est intéressant à plus d'un titre, puisqu'on peut y voir aussi une des premières étapes de la défiance de la critique envers l'autre groupe humain qui nous intéresse, celui des fans. Des fans originellement perçus comme une horde bêlante et décérébrée, et surtout décrits comme tels dans des papiers qui, à l'époque, n'ont pas dû aider à apaiser les relations avec la presse. Ceci dit, et j'ai posé la question à Arnaud Sagnard, est-ce qu'elle en avait quelque chose à faire, la presse, de l'avis des fans ? Il y a eu au début un mépris, voire une indifférence de la critique vis-à-vis des fans, qui ne les comprenaient pas forcément. Et ils voyaient ça quasiment un peu comme un phénomène presque sectaire, parce que les mecs dans les conventions se déguisaient. Enfin, ça semblait être une aberration. Sauf que, comme souvent, peut-être qu'ils n'ont pas compris que c'était aussi une avant-garde. Ces mecs qui se réunissent et qui étaient fans et qui connaissaient des dialogues par cœur et qui étaient obsédés par des choses très spécifiques. Et ce mépris, cette mise de côté, en fait, à mesure que la critique a perdu de son influence et de son impact, parce qu'elle a été, on l'a peut-être oublié, mais elle a été très puissante et même des fois quitte à faire des conneries, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens très doués qui ont massacré les films en 3 phrases. Et donc, c'est comme l'exercice de la critique, à mesure que cet exercice-là est devenu de plus en plus difficile. Alors, je ne sais pas si c'est des vases communicants, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais le fait est que les fans, eux, ont pris de plus en plus d'importance, puisqu'ils ont été pris en compte justement dans la fabrication des films, puisque les studios qui, eux, sont là pour faire de l'argent au moyen de films, se sont dit, mais on a une population captive qui est passionnée par certaines thématiques, par certains univers, par certains auteurs. Donc, on va leur fabriquer des produits, je dirais presque sur mesure, en espérant que ça touche au-delà
des fans. Et le fait est que quand bien même on n'est pas fan de Marvel, la plupart d'entre nous allons les voir, ou si on ne va pas les voir, on est au moins au courant de ce qui s'y passe. Donc du coup, il y a eu très progressivement une espèce de passage, de glissement de l'influence de la critique vers une autre forme d'influence, beaucoup plus diffuse, liée au grand public, et dont la tête de pont serait les fans, à tel point que les fans maintenant sont devenus alors dans cette culture blockbuster-là, mais c'est celle qui rapporte le plus d'argent, et c'est grâce à celle-là que les salles se remplissent, et que du coup on peut y voir encore des films d'auteur. C'est là où c'est compliqué, tout est interconnecté. Du coup les fans sont devenus, non pas un lobby, il ne faut pas exagérer, mais ceux-là même qui étaient ignorés, voire méprisés, elles sont devenues maintenant un acteur qui compte dans cette industrie, quoi. Il y a toujours eu des auteurs qui arrivaient à s'exprimer même dans des conditions industrielles hyper formatées. Par exemple, pour beaucoup de gens, et sans doute à raison, Buster Keaton, c'est de la pure poésie. Il n'empêche que ce mec-là, il réalisait ses films. D'ailleurs, il a fini par se faire jarter par Hollywood. Il réalisait, il produisait, il faisait lui-même ses cascades. Et il sort de Buster Keaton quelque chose qui va bien au-delà de la production d'un produit industriel. Quand bien même, il était chargé de faire marrer les gens dans les salles, et ça fonctionnait. Donc, l'industrialisation originelle et l'industrialisation actuelle, qui est à beaucoup plus grande échelle, jusqu'à présent, ont permis de laisser des auteurs émerger. Actuellement, si on regarde la culture blockbuster et les plus gros là, qui nous arrivent tous les jours sur les écrans, la plupart du temps, on ne sait même pas qui les ont réalisés, quoi. Et si on prend plus précisément les films de super-héros, puisque c'est quand même ce qui fait le plus d'entrées, depuis Nolan, c'est difficile de trouver des gens dont la manière de raconter des histoires, de bosser, au moins nous fait nous poser la question, putain, est-ce que je vois pas quelque chose qui va au-delà de l'histoire qu'on me raconte, quoi. Il y en a assez peu, et après on pourra débattre pendant des heures pour savoir si un tel ou un autre atteint ce niveau-là. En tout cas, il n'y a pas d'évidence, quoi. Il n'y a pas des trucs qui nous sautent aux yeux pour dire waouh, je suis sorti de Wakanda Forever et j'ai l'impression d'avoir une révélation, quoi. Alors, j'ai toujours une méfiance naturelle quand je lis des propos critiques sur notre époque, visant un peu, si tu veux, une forme de génération qui n'aurait rien compris, ou de gens qui ne sont pas éduqués à l'image et tout ça. Parce que finalement, peut-être le discours ambiant sur justement cette déréliction et de la production audiovisuelle et de la critique, c'est peut-être pas juste parce qu'on est trop vieux. Alors, je pense qu'il y a entièrement de ça, dans la mesure où la critique elle-même a très souvent commencé par se tromper. Là, il y a un docu qui arrive sur Pauline Kael, qui était une des grandes plumes du New York Times. Et elle s'est effectivement beaucoup trompée. Mais c'est précisément, je crois, parce que la critique se plante souvent, que c'est intéressant. C'est que l'histoire, finalement, elle est autant faite par ceux qui la décrivent, en l'occurrence les critiques ciné, et notamment quand ils se trompent, que par la façon dont ça infuse dans le public, dont certains films infusent dans le public et changent complètement de statut. Donc oui, il y a un discours de vieux con qui consiste à dire les productions actuelles sont nazes et les articles qui les décrivent sont nazes, mais il y a factuellement des choses qui ont changé, qui sont indéniables. Par exemple, si on parle juste de la critique, le tirage des revues, des magazines centrés sur la critique de films et non pas la recommandation, parce que c'est encore autre chose, factuellement, ça a baissé depuis 40 ans. Et cela n'empêche pas qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle prise de parole,
notamment par écran, puisque c'est grosso modo c'est moins par écrit maintenant que par écran, et maintenant on peut se filmer sur YouTube et dire ce qu'on pense d'un film, d'un auteur en l'analysant. Pour les anciens, c'est pareil, hyper nouveau, hyper bizarre, voire même hyper dangereux, puisque ce sont des non-professionnels qui s'expriment, sauf que voilà, le principe de l'expression justement c'est que chacun puisse le faire, et que cette nouvelle prise de parole qui a émergé, les têtes de pont apparentes se font pour l'instant sur l'audience. C'est-à-dire qu'on sait qu'un tel fait 500 000 vues quand il sort du cinéma, il se filme et il parle du film qu'il vient de voir au ciné. Donc, c'est moins peut-être par la qualité du discours que, pour l'instant, que la grille de lecture est celle jusqu'à présent de l'audience. Mais je touche du bois, je suis persuadé que vont émerger des voix qui seront pas forcément celles de celui qui parle le plus fort, quoi. Et ils auront des choses brillantes à dire aussi sur le cinéma, quoi. Il y a aussi la tentation de dire, je vais résumer ça à grands traits, c'est la faute aux réseaux sociaux. En gros, c'est l'irruption d'Internet a tellement rebattu les cartes que finalement tout a été chamboulé et la production d'images et la production de discours autour de cette image, parce que les canaux se sont démultipliés, les canaux pour trouver de l'image, les canaux pour diffuser ces discours, que ça a eu un impact très lourd sur toutes les industries, que ce soit l'industrie de la presse et l'industrie du divertissement, et que finalement tout ça a brouillé. Ça peut être un peu un bouc émissaire, Internet, dans cette histoire, mais il n'empêche, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, ce nouvel outil à notre disposition. Ce nouvel outil-là, effectivement, il a fait émerger des voix nouvelles, plus ou moins compétentes, et elles s'en foutent d'ailleurs, la compétence n'est pas une question puisqu'il s'agit de s'exprimer. Donc, on peut le déplorer ou pas, mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut se dire, effectivement, c'était le début de la fin. Mais si je pense que la plupart des cinéphiles, de leurs accès aux films, notamment les plus obscurs, les plus pointus, les plus beaux, les plus anciens, ou pas, enfin bref, ça reste le piratage. Donc je ne vais pas citer les sites puisque les gens les connaissent, mais il faut quand même qu'on comprenne que pour voir ces fameux films-là qui vont éclairer nos cerveaux et nos yeux, c'est en les cherchant sur des sites obscurs parce que quelqu'un les aura mis en ligne sur un serveur au Tibet. Je dis n'importe quoi, mais enfin voilà. Donc du coup, il faut reconnaître que le web et les réseaux sociaux, c'est à la fois c'est la porte qui se ferme en partie sur la critique, sur tout un état d'esprit, sur une certaine idée du cinéma, pour prendre une formule consacrée, mais c'est aussi ce qui nous permet d'y accéder. Donc c'est hyper contradictoire, et donc on peut pas jeter les réseaux sociaux et le web avec l'eau du bain en disant que c'est la fin des haricots, parce que et quand même les critiques souvent les plus critiques des réseaux sociaux et de ce nouveau regard sur le cinéma qui émerge via les youtubeurs cinéma et tout, passent leur temps à exprimer leur désaccord sur les réseaux sociaux, entre eux. Donc, c'est quelque chose qui est autour de nous, qui est indispensable. Et précisément, je pense, c'est parce que c'est indispensable qu'il faut aussi exercer un exercice critique sur ces outils-là, et sur nous, journalistes, presse, etc., et sur la façon dont on en relate les évolutions, quoi. Tu parlais d'éléphant dans la pièce, il faut examiner l'éléphant, quoi, précisément. Et qui sait d'ailleurs si l'éléphant ne masque pas l'émergence d'une nouvelle cinéphilie, d'une nouvelle approche aussi confuse, bordélique et passionnante que cette époque que nous vivons. Merci à Arnaud Sagnard pour ses réponses. Allez lire sur l'Obs sa série d'articles sur les fans et la critique, c'est tout à fait passionnant. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.